Bonjour, cette vidéo est la correction du TD sur la modélisation cinématique du correcteur de phare qui a donc pour objectif de pouvoir corriger le faisceau lumineux qui doit être horizontal donc pour pas éblouir les usagers venant en sens inverse. Et cette correction peut être due à un chargement par exemple à l'arrière trop important qui va avoir tendance à écraser l'arrière de la voiture et donc à surélever le faisceau lumineux. Donc il y a un système qui permet donc de corriger et donc de rabaisser ce faisceau lumineux. Ce système est modélisé ici en 3 dimensions avec donc le bloc dans lequel vont être fixés les phares. Ici une petite biellette qui fait le lien entre ce bloc et l'actionneur qui est donc ici la tige d'un vérin électrique que l'on peut voir ici avec un petit moteur électrique et un système de réduction, et le tout étant lié au châssis du système, donc ici en gris et en noir, lié à la carrosserie de la voiture. Donc l'objet de ce TD est de modéliser cinématiquement à partir des contacts ce système pour aboutir à un calcul d'une loi entrée-sortie nous permettant donc de connaître la relation entre la sortie de la tige du correcteur et la variation d'orientation du bloc de phare, donc nous permettant donc de corriger l'inclinaison du faisceau lumineux. Dans un premier temps, nous allons identifier les différentes classes d'équivalence cinématique du système. Donc on peut identifier facilement ici sur ce modèle en 3D une classe donc, que l'on appellera le bâti, qui est donc la classe ici en couleur grise et noire. Une classe liée à la tige donc en vert, la biellette qui est une classe à part entière jaune, et la classe liée au bloc moteur en bleu, avec les différents inserts permettant de réaliser les liaisons par clipsage. Donc on obtient ainsi un graphe des contacts avec donc 4 classes d'équivalence cinématique. La particularité de ce graphe, on voit donc une boucle, mais on voit une seconde boucle ici, liée au fait qu'on a 2 contacts en parallèle. Ensuite, une fois qu'on a identifié les contacts, nous allons caractériser ces contacts en identifiant leur nature. Donc ici, on peut voir qu'entre vert et jaune, on a un contact entre une sphère mâle et une sphère femelle. Donc on va identifier un contact sphérique avec 3 degrés de liberté en rotation. De la même façon, entre jaune et bleu, nous avons le même type de contact. Et entre bleu et gris, nous avons 2 fois le même type de contact. Entre vert et gris, on peut identifier facilement un contact cylindrique. Mais si l'on a un peu de recul, on remarque ici qu'on a une crémaillère, donc avec des dents qui sont usinées sur la pièce verte, qui vont donc permettre en fait la transformation de mouvement du système de motorisation, donc qui va avoir un mouvement de rotation en mouvement de translation. Et donc avec un tel système, il faut bloquer la rotation, et ça va être réalisé avec l'intermédiaire de ces petites gorges ici qui vont sans doute accueillir des petites billes pour bloquer la rotation, et donc réaliser des contacts ici qui seront ponctuels. Donc l'association de ces différents types de contacts va donc permettre un degré de liberté en translation sur cette direction, donc sur l'axe du cylindre, et bloquer les autres rotations. À partir de ces contacts, nous allons pouvoir identifier des modèles de liaison cinématique. Donc les contacts sphériques avec leurs 3 rotations vont être modélisés par des rotules, donc qu'il faudra caractériser avec un centre. Donc la rotule de centre C, la rotule de centre C' entre bleu et gris, les rotules de centre B entre bleu et jaune, et celle de centre A entre jaune et vert, et donc une glissière de direction Z, puisque l'on a rajouté ici sur le modèle 3D donc un repère avec une base X, Y, Z et des points A, B, C, C' au centre des liaisons rotules, donc au centre des contacts sphériques. Donc ici, nous sommes donc passés d'un graphe des contacts à un graphe des liaisons, avec donc des liaisons normalisées. Si l'on cherche à simplifier ce graphe des liaisons en simplifiant notamment les 2 liaisons en parallèle, donc avec les 2 liaisons donc en C et C' qui sont 2 rotules, on peut chercher à regarder quel est le mouvement
possible entre bleu et gris, donc en faisant abstraction du reste du système ici, qui va potentiellement bloquer d'autres degrés de liberté, et on peut assez facilement se représenter ce mouvement qui sera un mouvement de rotation autour de cet axe CC', et donc un seul mouvement de rotation qui va nous permettre d'identifier une liaison équivalente qui sera une liaison pivot d'axe CX, donc avec le X qui est ici, ou bien CC', ou encore C'X. Avec ce graphe des liaisons, nous allons pouvoir chercher à représenter dans l'espace un schéma cinématique. L'idée étant, dans un premier temps, donc d'utiliser une base qui va nous permettre d'orienter nos différentes liaisons et les points particuliers qui vont être ici le centre de certaines des liaisons. On va faire donc le lien entre le graphe des liaisons, donc qui va nous identifier ici une rotule de centre A que l'on va dessiner au point A, de la même façon au point B, puis les deux autres rotules entre le bâti et le bloc de phare, donc la classe d'équivalence cinématique 3. Puis nous représentons la glissière de direction Z que l'on peut positionner où l'on veut dans l'espace, mais qu'il faut bien orienter donc suivant l'axe Z ici. Alors après, on choisit généralement de la représenter là où géométriquement et physiquement elle est réalisée, pour nous simplifier la représentation. Ensuite, il suffit de relier les différentes couleurs identiques. On va chercher à garder les orientations des axes pour tracer ces traits, sauf quand ces axes vont pouvoir bouger, comme ici, l'axe ici qu'on a dessiné en bleu, qui va donc changer d'orientation par rapport à Y, ce qui est donc l'objet du système. Donc on trace vert, et puis après on relie les différentes parties du bâti, sans oublier d'identifier donc le bâti, donc la pièce de référence de notre schéma cinématique. Si l'on veut avoir une représentation dans le plan qui est plus simple à réaliser et parfois suffisante pour comprendre la cinématique du système, on va procéder de la même façon. Donc ici on a représenté notre base avec notre vecteur X qui sort du plan, donc en sortant de l'écran vers nous. Nous avons positionné les points ABC, sachant que le point C' est caché derrière le point C. Et l'on fait de la même façon, on représente les rotules au centre identifié, la glissière orientée par Z, puis on relie les différentes couleurs ensemble. Et là, on a choisi d'utiliser deux fois le symbole bâti, plutôt que de relier ici les deux pièces noires. Ça, c'est un choix qu'on peut faire pour alléger le schéma. Suivant les configurations, on choisira l'une ou l'autre des solutions. En faisant une rapide analyse des mouvements du mécanisme, on peut se rendre compte que les seuls degrés de liberté indispensables à la description de la cinématique du mécanisme, donc uniquement des mouvements, sont en fait les rotations autour de l'axe X et les translations selon Y et Z. Alors en effet, on peut tout de même identifier que la pièce jaune par rapport au bâti peut avoir une rotation autour de l'axe AB, c'est-à-dire un axe qui va être dans le plan YZ, mais cela ne va, c'est ce qu'on appelle un mouvement interne, qu'il ne va pas modifier la configuration du reste du mécanisme. Donc si on fait abstraction de cette rotation hors du plan YZ, on peut se contenter donc d'une modélisation plane en ne prenant en compte donc que ces 3 degrés de liberté. Ça va nous permettre en fait de simplifier le schéma cinématique en utilisant uniquement des liaisons dans le plan. Alors déjà, si on se rappelle que l'on avait modélisé une liaison équivalente aux deux liaisons parallèles entre 0 et 3, on peut représenter ici en C une liaison pivot d'axe CX, donc encore une fois avec l'axe qui sort du plan. Puis en s'appuyant sur le fait qu'on va utiliser uniquement les rotations sur X, on va remplacer les rotules par des liaisons pivots. Et la glissière est, elle, déjà une liaison qui peut être considérée comme une liaison plane. Donc on tombe ici sur un schéma cinématique encore une fois simplifié qui va nous permettre donc de caractériser
les mouvements généraux du mécanisme et qu'on utilisera par la suite pour calculer notre loi entrée-sortie. Avant d'essayer d'avoir une loi générale, on peut essayer de se faire une petite représentation graphique pour essayer de comprendre l'influence donc de la sortie de la tige du vérin électrique, donc verte, sur l'orientation du phare. Donc on vous propose de regarder l'influence de la sortie de la tige, donc en fait du déplacement du point A, donc de 4 mm. Alors si on considère le point A qui appartient à la tige, il va se déplacer de 4 mm donc vers la gauche quand la tige sort et orienté sur l'axe Z. Donc le point A' sera situé ici à 4 mm à gauche tel que A' soit orienté sur Z. Le point B, lui, si l'on considère qu'il appartient au bloc phare, le bloc phare est lié au bâti par une liaison pivot d'axe CX, donc le point B va parcourir un arc de cercle de centre C et de rayon CB, donc le point B va se déplacer sur cet arc de cercle là. Ensuite, si l'on se rappelle que l'on est dans l'hypothèse des solides indéformables, pour faire de la cinématique, on va considérer que la bielle en particulier est un solide indéformable, c'est-à-dire que la distance entre les points AB va rester constante au cours du mouvement. Donc la distance AB va être égale à la distance A'B'. Donc pour cela, il suffit de reprendre cette distance AB, puis de venir piquer notre compas au point A', tracer un arc de cercle donc de rayon AB, et à l'intersection donc de la trajectoire du point B et de cet arc de cercle jaune, on va trouver le point B'. Donc c'est-à-dire que si A' se déplace de 4 mm ici, B va se déplacer pour obtenir B' à cet endroit-ci. Et donc en retraçant le rayon CB' et en identifiant l'angle CB', on peut identifier et mesurer un angle de 3 degrés qui va être la conséquence donc de la sortie de la tige A'. Donc ça nous permet d'avoir un résultat dans une position particulière et dans une configuration particulière. Maintenant, si l'on veut avoir une loi générale, on va repartir de notre schéma cinématique plan, donc simplifié, et on va chercher à paramétrer ce schéma cinématique. Dans un premier temps, on va identifier donc les 4 degrés de liberté associés à chacune des liaisons, donc les 3 rotations X et la translation Z. Pour chacun de ces degrés de liberté, on va pouvoir utiliser des paramètres, donc des paramètres angulaires pour les rotations ou des paramètres de longueur pour les translations. Pour identifier ces paramètres, on va lier à chacune des classes d'équivalence cinématique un repère. Donc ici, on a lié un repère 3 avec un axe Y3 à la classe d'équivalence cinématique 3, et on peut identifier donc notre paramètre angulaire qui va nous permettre d'orienter la pièce 3 par rapport au bâti, donc entre 0 et 3, avec un angle qu'on appelle θ30 pour dire qu'on passe de 0 à 3. Cet angle est orienté. De la même façon, on peut utiliser une base liée à la pièce 2, donc à la biellette, et identifier un angle qui permet d'orienter la biellette, donc la base 2, par rapport au bâti. Donc cet angle θ20. Si l'on prend l'axe perpendiculaire à Z2, donc Y2, de telle manière à avoir une base directe, donc Y2Z2X est une base directe, on peut identifier un troisième angle qui permet d'orienter 3 par rapport à 2. Donc on a identifié ici nos 3 paramètres angulaires. Pour identifier notre paramètre de longueur ici, il va falloir identifier donc un point fixe dans 0, un point fixe dans 1. Donc assez rapidement, on identifie le point C et le point A. La translation est suivant Z, donc la longueur doit être suivant Z. Et donc on identifie un paramètre lambda qui est donc la projection du vecteur CA sur l'axe Z. Donc on a identifié ici nos 4 paramètres variables qui caractérisent nos 4 degrés de liberté au sein de notre mécanisme. Il peut être utile et il est recommandé donc de caractériser ces paramètres d'orientation avec des figures de changement de base. Donc on trace les figures de changement de base qui nous permettent d'identifier nos angles, donc θ20, θ30 et θ32.
Alors sur mon document ici, j'ai utilisé θ20 ici et θ21 ici. Ces deux angles sont identiques puisque entre 0 et 1, on n'a pas de changement de base puisqu'on a juste une translation. C'est-à-dire que la base 0 et la base 1 sont confondues. D'accord? Donc on a tracé nos trois figures changement de base. Vous remarquerez qu'elles sont tracées toutes dans le sens direct, c'est-à-dire avec Y, Z qui sont orientés de telle manière à passer de Y à Z dans le sens trigonométrique, l'axe X qui sort de l'écran vers nous, et on a représenté les angles toujours positivement, donc dans le sens trigonométrique, avec une valeur dans nos représentations sur nos figures changement de base qui est inférieure à 30 degrés, ce qui va nous permettre en fait d'avoir des petites recettes de cuisine pour avoir des calculs rapides. Donc toutes mes figures de changement de base, je les dessine toujours de la même façon. Et pour identifier le quatrième paramètre qui est un paramètre de longueur, je me note dans un coin que lambda, qui est donc un paramètre variable en fonction du temps, encore une fois, est la projection du vecteur AC sur l'axe Z. Pour finir là, le paramétrage, il faut identifier des longueurs constantes. Donc ici, la longueur 3 qui est propre au bloc phare, donc la distance entre C et B, la longueur 2 entre A et B, qui sont en fait les deux longueurs qu'on a utilisées tout à l'heure sur notre résolution graphique. Et ici, la distance H, qui est donc en fait la projection du vecteur CA sur l'axe Y. Donc ces trois paramètres ici sont des constantes qui dépendent en fait de la géométrie des différentes pièces de notre système. Donc ici, on a fini le paramétrage de notre schéma cinématique et on va pouvoir donc s'attaquer à la résolution de la loi entrée-sortie. On pourrait tenter de faire ce que l'on appelle une fermeture angulaire, donc en écrivant, donc en partant du vecteur y0 et en disant que y0, y2 plus y2, y3, ça me donne l'angle y0, y3, ce qui me permet d'écrire une relation entre nos trois angles. Mais sur notre mécanisme, notre paramètre d'entrée, c'est en fait la sortie de la tige verte par rapport au bâti, c'est-à-dire le paramètre lambda, et notre sortie, c'est la variation angulaire de notre pièce bleue par rapport au bâti, c'est-à-dire notre angle θ30. Donc en fait, on ne veut pas écrire une relation entre les trois angles, mais entre θ30 et lambda. Donc pour cela, nous allons plutôt faire une fermeture géométrique en passant en fait par le centre des liaisons, ABBC plus CA. On va écrire cette relation vectorielle en utilisant les paramètres identifiés. Donc L2, Z2, moins L3, Y3, moins lambda Z plus HY. Et on va projeter cette écriture vectorielle dans la base 0 en faisant apparaître donc la projection de Z2 va nous faire apparaître l'angle θ20, soit en sinus, soit en cosinus, suivant si on projette sur Y ou sur Z. La projection de Y3 va nous faire apparaître l'angle θ30. Et puis après, Y et Z, ici, sont déjà dans la base 0. Ici, on se retrouve avec deux équations qui font apparaître donc notre paramètre d'entrée lambda et notre paramètre de sortie θ30, mais qui font aussi apparaître un paramètre intermédiaire θ20 qui ne nous intéresse pas. Donc on va chercher à supprimer ce paramètre θ20. Pour cela, dans la première équation, on peut exprimer sinus θ20 en fonction de θ30. Dans la deuxième, on a encore les trois paramètres. Donc on va remplacer θ20 à cet endroit-là. En utilisant le fait que sinus carré plus cos carré vaut 1, on peut donc écrire que cos θ20, c'est 1 moins racine carrée de 1 moins toute cette chose-là. Et donc c'est ce qu'on a écrit ici, lambda t, en remplaçant donc le L2 cos θ20 par L2 fois racine carrée de 1 moins cette chose-là au carré, qui vient apparaître ici, moins le L3 sinus θ30. Donc ici on a une loi entrée-sortie qui exprime le paramètre d'entrée en fonction du paramètre de sortie. Et donc à partir de là, on peut connaître la sortie de la tige que l'on veut imposer pour corriger de l'angle voulu, θ30, notre orientation du faisceau lumineux. Voilà pour cette correction avec les différentes étapes en partant de la modélisation donc des contacts
pouvoir arriver aux modélisations des liaisons et à la représentation d'un schéma cinématique, le paramétrage et enfin la résolution d'une loi entrée-sortie.